Oui, donc ce soir, je vais vous parler de figures, deux figures fondatrices de la sociologie allemande et française, respectivement, soit Ferdinand Tönnies et Marcel Mauss, le maître de Claude Lévi-Strauss. En tout cas, quelqu'un qui lui qui avait envers lui une dette qu'il a souvent reconnue. En tout cas, pour commencer avec Tönnies, donc c'est un des trois grands fondateurs de la sociologie allemande. Il a fondé l'association allemande de sociologie en 1909. Et puis, je pense qu'il l'a présidé en fait jusqu'à sa mort en 1930, donc jusque vers 1933. Il est mort en 1936, né vers 1855, je crois. Euh, Son œuvre pour laquelle il est le plus connu, c'est Gemeinschaft und Gesellschaft, euh, euh, qu'on traduit souvent par communauté et société. Donc une œuvre qui a connu plusieurs éditions, mais la première en 1887, qui se basait sur sa thèse de la fin des années 70. Euh, et ce que je vais faire ce soir, comme j'ai pas eu le temps de préparer grand-chose, je vais carrément traduire au pied levé le résumé qui en est fait dans une édition anglaise par José Harris au presse de l'Université de Cambridge. Euh, Parce que ça met en place deux types fondamentaux de rapports sociaux avec lesquels il est extrêmement fructueux de penser, bon, qui caractérise grosso modo les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes, même si il ne faut pas voir ça de façon trop dualiste. Là, Tönnies insiste souvent que il y a des éléments des deux types dans la plupart des formes sociales. C'est toujours un mix. Mais c'est comme un peu comme chez Weber, on parle ici d'idéotypes entre donc la communauté et la société. Euh, donc, bon, pour lui, ça part en fait de deux types, deux formes de volonté chez l'être humain, qui explique dans le livre 2 des trois livres. Là, je commence par celui-là, parce que ça donne un peu les bases de son anthropologie. Euh, euh, en, Chez Tönnies, la base physique de la volonté se conforme d'assez près à ce qu'on trouve chez Spinoza, dans la mesure où toute activité humaine consciente, des mouvements musculaires réflexes jusqu'à l'abstraction mentale de haut niveau, a son fondement ultime dans le plaisir. Euh, en décrivant le contenu effectif de la volonté, cependant, Tönnies doit davantage aux théories cognitives et éthiques de Kant. Toutes les expressions de la volonté se situent quelque part sur un axe entre, à un extrême, un mode de conscience qui est naturel, spontané et non réfléchi, ce que Tönnies appelle le Wesenwille, euh, et à l'autre extrême, un mode de conscience qui est artificiel, délibérant et, orienté vers un calcul rationnel qui n'est pas méditatif. C'est ce que Tönnies appelle, bon, dans différentes éditions, Willkür ou Kurwille. Willkür, c'est le mot allemand pour arbitraire. Il a précisé ensuite en disons comment on pourrait dire ça, la volonté arbitraire en quelque sorte, bon, par opposition à la volonté naturelle, on pourrait exprimer ça comme ça. Sur tous les points de cet axe entre volonté naturelle et volonté arbitraire, l'exercice de la volonté est lié à l'idée de liberté, mais tandis que
pour la liberté naturelle, pour la volonté naturelle, la liberté implique l'accomplissement d'une fonction sans conscience de soi très précise ou d'un devoir à l'intérieur d'un contexte social prédéterminé. La volonté rationnelle implique, ou la volonté arbitraire, disons volonté rationnelle. La volonté rationnelle implique un choix détaché et illimité et une absolue souveraineté, souveraineté de soi et sur soi. Donc c'est en fait une variante séculière de la liberté arbitraire, inconditionnée qu'on trouve disons, dans le christianisme occidental dérivé d'Augustin, qui n'est évidemment pas le seul, mais c'est la tradition dominante disons, en Europe. Qui s'exprime avec de plus en plus de relief, par exemple, dans le protestantisme, par exemple. D'où l'accent, enfin, c'est ce qui mène au puritanisme et de là, bon, à ces formes séculières, le capitalisme et la technique, etc. Tout ça, ça présuppose finalement une matrice théologique augustinienne, remontant au IVe siècle. Donc, les deux formes de volonté, pour Tönnies, c'était latente dans tous les êtres humains, mais chacune était plus typique de certaines catégories d'individus que d'autres. Ainsi, la volonté rationnelle calculatrice, en tant que type normal, prédomine davantage chez les hommes que chez les femmes, plus chez les adultes des deux sexes que chez les enfants, plus chez les citadins que chez les villageois, plus chez les commerçants que chez les artistes, et plus chez les intellectuels que parmi le monde ordinaire, et davantage chez ceux qui pratiquent ce qu'il appelle les arts tectoniques là, de fabrication, là, plutôt que, mettons, les ingénieurs, là, plutôt que chez les poètes et les musiciens. Bon. Sans nier que, bon, il y a toutes sortes d'aberrations assez énormes, telles que des poètes mâles, des femmes d'affaires villageoises, bon, des intellectuels qui voient plus loin que les frontières de leur vocation créatrice. Bon, mais plus fondamentalement, ces différentes formes de volonté impliquaient, dans leurs formes les plus extrêmes, l'émergence de deux types complètement différents de psyché humaine. L'exercice de la volonté naturelle encourageait le développement de ce qu'il appelle le soi humain, une forme d'identité où les sujets humains sont en harmonie avec leur habitat et s'identifient de près plutôt que de s'en différencier avec les autres êtres humains. Par contraste, l'exercice de la volonté rationnelle mène au développement de ce que dans le vocabulaire de Tönnies, il s'appelle la personne humaine, par opposition au soi. Donc, où les sujets humains créent ou inventent leurs propres identités, sont comme abstraits ou étrangers de leur soi naturel et perçoivent les autres personnes et le monde extérieur comme de simples objets ou choses. Donc, l'expression parfaite du Wesenwille, de la volonté naturelle, c'est l'homme ou la femme de génie créateur spontané, naïf dans un sens romantique, tandis que l'exemple type de la Kurwille, c'est-à-dire donc la volonté rationnelle, c'est bon, l'acteur rationnel, malin, qui est bien conscient de soi, qui prend un rôle et assume le caractère d'une personne comme un masque devant le visage. Donc c'est ça, c'est l'origine d'ailleurs du mot personne. La persona, c'est un masque d'acteur, puis donc un rôle social qu'on joue. Donc la construction double de la psyché humaine par Tönnies était étroitement liée à sa compréhension de l'organisation sociale et économique
bon, expliqué au livre 1 de Communauté et société. Euh, donc, le contraste ici est entre une communauté organique, la Gemeinschaft, euh, liée par des liens de parenté, de compagnonnage, de coutumes, d'histoire et de propriété communale des biens primaires. Et puis d'autre part, une société mécanique, la Gesellschaft, où des individus autonomes, indépendants, interagissent les uns avec les autres sur la base de l'intérêt personnel, par des contrats commerciaux, euh, avec un sens spatial plutôt qu'historique la conscience des uns et des autres, et les contraintes extérieures de lois édictées de façon formelle. Dans la communauté, les individus développaient leurs identités à l'intérieur d'un tout plus large coexistant, tandis que dans la société civile et commerciale, l'identité individuelle était ontologiquement première euh, par rapport à celle du groupe plus large, euh, et où l'attachement donc à la société plus large est simplement secondaire et instrumental pour l'individu souverain. Donc les communautés étaient à la fois se fondaient dans et encourageaient la croissance d'une conscience intuitive et de la volonté naturelle, tandis que les sociétés se fondaient dans et encourageaient la croissance de la conscience de soi, le calcul rationnel et la volonté arbitraire. De telles dichotomies peuvent être détectées dans toutes les sphères de l'existence, des relations économiques jusqu'aux plus profondes structures de la pensée humaine. Ainsi, dans la communauté, la production matérielle euh, se fait principalement pour l'usage et pas pour le profit. Et elle est liée à l'allocation communale de presque tous les biens et services. L'art et la religion sont inséparables des pratiques routinières de la vie domestique, euh, de, de l'activité professionnelle et de la vie civique. Et, les savoirs et les connaissances et les talents, les aptitudes pratiques sont transmises par héritage, par expérience et par l'exemple. Dans la société, en revanche, tous les liens personnels sont subordonnés aux prétentions de la liberté individuelle abstraite. Tant la propriété que le travail, que le labeur sont transformés en marchandises abstraites qui peuvent être échangées sur le marché. Leur valeur est mesurée par une marchandise encore plus abstraite sous la forme d'argent, de l'argent. La production migre de l'atelier autogéré à l'usine de production de masse. L'art est confiné aux salles d'encan et aux musées. La religion, qui avait été, disons, disons le battement de cœur même de la vie quotidienne, devient quelque chose de froidement déiste, doctrinaire et mort. Tandis que le savoir et le conseil sont acquis en engageant un expert. Dans la communauté, la raison elle-même prenait la forme d'une raison pratique partagée. C'est ce qu'on appelle à l'origine le sens commun, c'est ça le sens premier, une sorte d'intelligence collective héritée. Tandis que dans la société, la raison voulait dire soit le calcul privé des gains et des pertes, ou l'activité des intellects individuels qui manipulent des
des universaux abstraits. Dans la communauté, ce n'est pas seulement le travail, mais la vie elle-même qui est une vocation. Tandis que dans la société, euh, euh, la vie est comme le travail comme la vie, c'est une affaire qui est organisée pour atteindre un happy end hypothétique. De telles dichotomies se traduisaient également dans le domaine de la politique, de la jurisprudence, des droits et du droit. Euh, euh, et bon, ils sont exposés dans le livre 3. Bon, Teunier insiste que les traits se retrouvent, les traits des deux idéotypes se retrouvent dans tous les ordres politiques et juridiques de toutes les périodes de l'histoire, mais dans des proportions différentes. Tant dans les arrangements sociaux micro que macro, il y a une distinction analytique à faire entre des simples masses d'individus contigus et des collectivités qui ont acquis une personnalité politique commune. Dans une communauté, cependant, la personnalité collective a évolué graduellement avec le temps d'une manière largement invisible à l'observateur dans la société, tandis que dans la société, l'origine est clairement marquée par un événement historique fondateur constituant spécifiquement fixé. Dans les deux cas, le cadre de la loi était une chose positive d'origine humaine, bien que dans les communautés, le droit émerge d'une expérience commune et d'un travail partagé, tandis que dans les sociétés pluralistes à grande échelle, il était le produit d'une rationalité juridique et administrative et d'une législation formelle. Dans une communauté, le conflit était évité par une moralité subliminalement partagée, renforcée par des sentiments de honte ou d'ostracisme, tandis que la société est policée par l'opinion publique, la politesse et les bonnes manières, l'étiquette. Dans un système de Gemeinschaft, donc de communauté, l'autorité politique est enracinée dans une division primordiale des fonctions dérivant du sexe, de la procréation, de la lutte et de la force physique. Donc l'autorité patriarcale du chef de famille masculin se perpétue et est légitimée par le droit coutumier longtemps après que sa base pratique dans la force ou la nécessité a décliné. Avec le développement donc, de la communauté, l'autorité patriarcale avait été complétée par d'autres formes d'autorité basées sur des fonctions spécialisées, comme celle du chef militaire, du prêtre, du juge du spécialiste professionnel. De tels rôles, l'artisan par exemple, de tels rôles ont graduellement évolué pour faire place aux institutions publiques caractéristiques des communautés avancées, les cours seigneuriales ou les guildes professionnelles ou religieuses, ou les fraternités religieuses qui s'autogouvernent, les corporations, ou même une assemblée publique basée sur la capacité pour le service militaire. C'est ça l'origine de la police athénienne, c'est aussi ça. C'était d'abord la communauté d'abord une communauté de guerriers, hein, avant que la notion de citoyen devienne plus abstraite et générale.
Donc, à l'intérieur d'un tel système fonctionnel et hiérarchique, Tönnies reconnaissait bien des dangers d'oppression et de domination, euh, des dangers qui, dans une communauté parfaitement intégrée, seraient compensés par des valeurs religieuses partagées, des réseaux réciproques de droits et de devoirs, des célébrations artistiques et liturgiques de la parenté et d'origine ancestrale commune, et de puissantes limitations juridiques, tant sur les libertés personnelles que sur la propriété privée. Euh, Lorsque de tels arrangements ont été absorbés dans des entités plus larges, ils ont souvent été écrasés par la domination étrangère, le servage ou des armées professionnelles prédatrices. Mais là où elles ont survécu comme des communautés civiques, comme dans la police hellénique ou les communes médiévales, euh, ils ont constitué la Gemeinschaft dans sa forme la plus haute et la plus pure, une forme qui a perduré dans certaines institutions résiduelles et certaines pratiques à l'intérieur même des cultures atomisées, compétitives et impérialistes de la fin du 19e siècle. En tant que système de politique, la Gesellschaft, la société, partageait plusieurs des formes extérieures de la Gemeinschaft, de la communauté, telles que des assemblées représentatives, des fonctions publiques spécialisées et un cadre de droit positif. Mais leur essence sous-jacente était tout à fait différente. Les acteurs rationnels, isolés, suspicieux et soucieux de maximiser leur bien-être de la Gesellschaft, euh, 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 pouvaient jamais constituer entre eux une sorte de personnalité civique unitaire, naturelle. Mais les impératifs fonctionnels du commerce ont fait en sorte que chacun des individus de la société avait besoin d'une force, d'un pouvoir supérieur pour appliquer les règles des contrats contre leurs concitoyens. Donc, le résultat a été la création d'une personne artificielle, soit un prince ou une assemblée, ou un mélange des deux, qui, comme le conseil d'administration d'une société commerciale, euh, euh, a été investi des pouvoirs des mandataires individuels et a représenté leurs droits et leurs intérêts, tant contre les parties extérieures que dans les disputes internes. Bon, c'est l'origine des institutions représentatives, démocratiques, bourgeoises, que l'on connaît encore en gros aujourd'hui. Ainsi, dans la vue, selon Tönnies, l'essence du rôle de l'État, c'était ça l'essence du rôle de l'État dans la société de marché compétitive, un rôle de gendarme, hein, comme l'ont théorisé les penseurs libéraux du 17e, 18e siècle, en Écosse notamment. Ce rôle a été tant induit que légitimé par le renouveau moderne du droit romain, avec son accent sur les libres contrats, son indifférence à l'existence même des communautés et des corporations, et sa subversion implacable des particularismes locaux, des pratiques archaïques et de toutes les formes de coutumes populaires historiques. Paradoxalement, cependant, le minimalisme même de ce système, créé simplement pour servir les intérêts des propriétaires privés, contenait en lui-même les germes de quelque chose de très différent. En appropriant à ses propres fins le système de droit positif, l'État lui-même devenait celui qui définissait ce que le droit devait être.
en éliminant toutes les formes inférieures et rivales d'autorité, l'État est devenu de plus en plus identique à la société et avec l'idée de la société comme un sujet rationnel unitaire qui comprend l'ensemble de ses membres. En utilisant la coercition pour assurer la liberté de contrat, l'État créait implicitement des précédents pour d'autres formes d'intervention souveraine dans l'équilibre des forces du marché et la distribution du pouvoir économique. Et en détruisant la Gemeinschaft et en universalisant disons, les habitudes mentales de la volonté rationnelle arbitraire, l'État moderne ouvrait par inadvertance la boîte de Pandore d'un désir populaire sans limite et ingouvernable. De telles tendances, selon Tönnies, ont de plus en plus interdit tout retour aux arrangements d'une Gemeinschaft de type traditionnel. Mais ils ont aussi imposé des tensions et des contradictions disons, intolérables sur la stabilité de la Gesellschaft en tant que système politique. Tönnies était pessimiste donc sur le résultat possible de ces tensions. Elle pourrait provoquer une tentative de prise du pouvoir par la classe ouvrière. Elle pourrait avoir résulté dans un système de socialisme d'État à base nationale, dominé par des élites technocratiques et le monde des affaires. C'est un peu ce qui... J'y fais allusion la dernière fois, mais c'est un peu ce qui s'est dessiné en Allemagne pendant la guerre, là, autour de la gestion centrale de l'économie par un Walter Rathenau, là, cette espèce de confluence du monde des affaires et de l'État, une sorte de socialisation technocratique de l'économie. Et on peut imaginer, dans un certain sens, le national-socialisme a comme dogmatisé et systématisé tout ça, avec son hybride de nationalisme et de soi-disant socialisme. Et justement, un peu en protestation contre ça, d'ailleurs, Tönnies a rejoint le Parti social-démocrate en 1932, alors qu'il avait été toujours très sceptique envers la forme de socialisme d'État représenté par son lointain fondateur Ferdinand Lassalle, pour lequel Freud avait une telle admiration, comme je l'ai noté il y a quelques cours. Donc une espèce d'État-providence assez autoritaire, là, bon, d'un type un peu suédois, là, qui n'hésite pas à se mêler de la vie des gens pour leur bien. Là. Bon. Freud penchait probablement dans ce sens-là. Mais Tönnies, lui, en fait, avait fondé, dès le début du siècle, une société de culture éthique où il encourageait des tentatives de réforme de la vie personnelle et d'associations coopératives, etc. Lui, il penchait plutôt vers une sorte de socialisme de guilde, privilégiant les communautés autogérées. Bon, et donc, donc, je reprends un peu mon récit. Donc, une autre issue qui pouvait voir à la crise de la société moderne, c'est qu'elle mène à l'émergence d'un État mondial qui engloberait tout, basé sur une forme quelconque de Gesellschaft socialiste. Donc, en fait, la première édition de son livre, en 1887, je ne sais pas si je vais le retrouver littéralement, là, mais oui, son sous-titre, c'était un essai sur le communisme et le socialisme en tant que système socio-historique. C'est comme si pour lui, au début, il y a le communisme, après, il y a le capitalisme, puis à la fin, il y a le socialisme.
Le communisme est au début, puis ensuite ça s'effrite sous une forme atomistique, dans une forme de société, mais qu'il y a de tels problèmes que la forme atomistique de la société doit être comme prise en charge par l'État. Puis là, on arrive avec le socialisme, qui peut prendre évidemment deux formes, vraiment un socialisme d'État autoritaire, ou qui peut s'organiser par la base sous des formes comme néo-communautaires, comme les coopératives. Donc, mais ce qu'ils voyaient, c'est plutôt une sorte de centralisation sous l'égide de l'État, comme la façon pour la société de gérer ses propres contradictions. Toutes ces éventualités menaçaient d'amener un écrasement, d'emporter avec elles dans leur effondrement bien plus que le système du contrat commercial privé. Comme pour l'éclipse de l'Empire romain, qui lui aussi était pris dans une sorte de dualisme entre une société commerciale atomisée puis l'État césarien totalitaire. Donc, comme pour la décadence de l'Empire romain, Teunis a conclu que toute la civilisation moderne a été mis en dessus-dessous par une forme de vie moderne dominée par la société civile et de marché. Et dans cette transformation, c'est la civilisation elle-même qui touche à son terme, qui arrive à sa fin, en fait. C'est 1800, là, ouais. 1887, donc la première édition, mais il a retouché donc jusqu'en 1917 ou même un peu après. Oui, oui. Donc, c'est des problématiques là, dont on parlait beaucoup tout autour de lui. Bon, il était initialement, comme c'est un des introducteurs de Marx dans la pensée allemande, puis il parlait de communisme, on l'a identifié comme au socialisme, voire même au communisme à l'origine. Puis à partir de la guerre, il était devenu très, très populaire dans les milieux, disons, nationalistes extrêmes, là, ou même pas si extrêmes que ça. C'est devenu une sorte de cliché de poser, disons, la Gemeinschaft germanique à la société civile libérale anglo-saxonne. Lui, il n'aurait pas nécessairement souscrit à toutes les conclusions qu'on tirait de ça, là, comme les tentatives d'arracher l'Allemagne au monde occidental et de l'accrocher plutôt au monde oriental qui montait avec l'Union soviétique, les peuples de couleur, etc. C'est drôle parce que même la semaine dernière, je mettais au point des épreuves d'un texte où je parle d'un petit-neveu de Teunis qui s'appelait Harro Schulze-Boysen, qui est connu surtout comme un héros de la résistance allemande contre Hitler, un des premiers à être exécuté là, en 1942 quand il s'est fait prendre. Mais lui, il était au service il transmettait des renseignements à l'Union soviétique parce qu'en tant que nationaliste à l'origine conservateur, il s'était dit la véritable essence de l'Allemagne est communautaire, donc la protestation contre le monde libéral de la Gesellschaft occidentale, donc il faut rejoindre le camp des sociétés non occidentales qui s'affranchissent du monde libéral avec la fin du monde de l'hégémonie anglo-saxonne et de la race blanche. Faut que l'Allemagne prenne une trajectoire tiers-mondiste, clairement collectiviste, etc. Donc lui, il est allé au bout de ce raisonnement, à la base nationaliste et conservateur, mais dont la transcription était en fait socialiste et internationaliste. Donc c'est vraiment l'incarnation d'une sorte de paradoxe finalement assez cohérent d'une certaine tendance de la pensée allemande qu'incarnait aussi son grand-oncle. Donc, en fait, ça m'amène... en fait, j'ai eu à parler de cette figure controversée en Allemagne, un peu à cause de ses contacts avec des intellectuels français du début des années 30, dont je suis un spécialiste.
ce qu'on appelle les non-conformistes des années 30. Et bon, il se trouve que j'ai reçu cette année le dernier ouvrage de celui qui a ouvert et défini ce champ, donc il est un peu mon maître en histoire des idées, Jean-Louis Loubet-Delbel, et qui est un peu sur la base qui curieusement, mais de façon finalement assez cohérente, il s'en explique parfois, a évolué donc de l'analyse de ces groupes disons, contestataires qui agitaient comme ça ces espèces de tensions dans du passage entre les formes de vie communautaire et l'atomisation sociale, donc la crise de civilisation du 20e siècle. Lui est devenu un spécialiste du phénomène sociologique de la police. Hein. Le fait que dans une société, justement une société atomisée, la seule chose qui peut tenir les citoyens ensemble, c'est la police, parce qu'il n'y a plus de morale intériorisée par tout le monde. Hein. Donc, justement, donc, c'est pour ça que j'ai pu trouver dans son petit ouvrage de la police et du contrôle social plein d'éléments qui s'engrènent exactement sur ce que je viens de vous exposer à propos du contraste entre communauté, en gros, traditionnelle et société, en gros, moderne. D'ailleurs, il cite à cet égard le sociologue québécois Guy Rocher, pour qui, dans la société traditionnelle, le contrôle social s'exerce de manière directe et immédiate parce que l'univers social y est restreint et que tous les membres se connaissent. Dans le village, le déviant est plus vite repéré que dans la grande ville et subit une sanction presque immédiate. Dans une communauté, vivant repliée sur elle-même, le contrôle de chacun par tous s'exerce d'une manière presque constante, dit Guy Rocher. Ce texte décrit très bien les traits spécifiques de ce mode de régulation sociale traditionnelle qui se caractérise donc par les caractères suivants. 1. Une autodiscipline fondée sur un sentiment d'obligation à base religieuse et à base coutumière. 2. Une autosurveillance des uns par les autres des membres du groupe, sanctionnant mutuellement leur déviance éventuelle ou leur conformisme. 3. Un fonctionnement dans des groupes à l'étendue limitée, permettant un caractère presque constant et continu de cette surveillance mutuelle. 4. Une visibilité des comportements tenant à leur proximité et à la faible différenciation des fonctions sociales. Ce type de contrôle social, combinant intériorisation et surveillance sociétale, est le contrôle dominant de la société traditionnelle, et si des embryons de contrôle institutionnalisé de type étatique y apparaissent, leur rôle reste un rôle mineur par rapport à celui des modalités informelles précédentes. Il faut savoir que ce type de contrôle social ne laisse que très peu de place à la vie privée et que l'autonomie individuelle y est réduite au minimum. C'est le type de société que l'anthropologue Louis Dumont a qualifié de société holiste, entendant par là un type de société très intégré, constituant un tout, qui ne laisse que peu d'espace à l'autonomie des éléments qui la constituent, c'est-à-dire aux individus. Les sociétés où domine ce type de contrôle social sont des sociétés dans lesquelles l'individu n'a qu'une place très réduite, aussi bien socialement que conceptuellement. Socialement, en raison du faible champ d'autonomie réelle que les contraintes sociales laissent concrètement à la liberté des individus. Conceptuellement, parce que, dans un tel contexte, c'est la notion même d'individu, telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui a beaucoup de mal à se dégager, les individus de ces sociétés ayant eux-mêmes beaucoup de difficultés à se concevoir indépendamment de l'environnement social dans lequel ils sont immergés et dont ils se sentent étroitement solidaires. Bon, là, c'est ta clientèle anthropologique. Justement, il fournit comme ça, comme exemple parfait de ça, peut-être extrême, mais justement, dont l'extrême fait comprendre les choses, les Japonais. Bon, d'après une étude de certain Chikao Uranaka, que je cite longuement, avec lui, je cite longuement ici, les Japonais étaient très... avant les réformes de l'ère Meiji, puis surtout de l'après-guerre, les Japonais étaient très intégrés dans des structures communautaires de type Gemeinschaft. Donc, un Japonais qui cite encore Tönnies. Hein. Bon, particulièrement la famille traditionnelle, paternaliste et patriarcale, et la communauté locale fondée sur les relations de voisinage, de village ou de quartier. Ces structures étaient des lieux de solidarité et d'assistance, mais aussi de surveillance mutuelle.
Ces structures étaient vues comme représentant l'intérêt collectif, en générant un conformisme laissant très peu de place à l'expression des aspirations individuelles qui étaient rapidement perçues comme déviantes. Étaient alors privilégiées les valeurs du groupe, le sacrifice des désirs individuels devant les intérêts supérieurs de la famille, de la communauté ou de l'État. On appelle Metsushi Huku ce mode de comportement privilégiant le public par rapport au privé. En résumé, les Japonais se fondaient dans le groupe en respectant les normes sociales, soit pour les avoir intériorisées, soit du fait de la pression et de la surveillance que le groupe exerçait sur eux. Donc, on peut noter combien cet héritage est, encore une fois, relativement proche dans le temps, a laissé au Japon des traces contemporaines, malgré les profondes transformations des modes de vie qui se sont opérées depuis une trentaine d'années. Là, je reprends le même auteur, Waranaka. Les Japonais, comme d'autres peuples asiatiques, n'ont pas coupé le cordon ombilical les reliant à la nature et à la société. Pour les Japonais, être membre d'une communauté, d'un groupe, est un élément sécurisant. Ils éprouvent un sentiment de tranquillité et de confort dans le groupe lorsqu'ils sont et se sentent intégrés dans la communauté à laquelle ils appartiennent. Au contraire du proverbe qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », qui illustre l'individualisme des pays occidentaux, les Japonais cherchent toujours à s'identifier avec l'environnement, à se fondre dans celui-ci, et ils valorisent le besoin éprouvé par l'individu de se raccrocher de façon systématique à un groupe ou à une collectivité. Alors que les Occidentaux glorifient l'individu et considèrent le conformisme social ou le souci de l'harmonie sociale comme une faiblesse, les Japonais pensent que l'harmonie dans le groupe est à rechercher, qu'elle n'est pas automatique et que les individus ont à l'entretenir. Selon eux, l'ordre de la société est le résultat d'une conquête à laquelle ils doivent se préparer et contribuer. Donc, ceci donne lieu à un contrôle sociétal contraignant qui laissait très peu de place à l'autonomie individuelle, tout en s'accompagnant souvent d'un niveau de violence important pour permettre aux individus d'assumer leurs responsabilités et leurs obligations sociales. Et le parallèle par rapport à la violence dans les sociétés individualistes. En fait, la violence diminue radicalement dans les sociétés individualistes parce que l'État prend le relève et assume le monopole de la violence. D'ailleurs, je vais carrément vous signer, puisque je vais répondre à ce défi et citer les statistiques à cet égard. Juste un peu plus loin. Donc, les sociétés traditionnelles laissaient subsister un niveau important de violence pour faire face en priorité aux menaces extérieures, mais aussi avec des prolongements internes dans les relations interpersonnelles. Dans les sociétés dites modernes, la réduction du niveau de violence est le résultat d'une part de l'interdépendance entre les individus, qui se crée du fait de la différenciation des fonctions, et d'autre part de la tendance à la monopolisation étatique des usages de la violence. C'est ainsi que l'auteur d'une récente histoire de la violence peut constater que ce mouvement a conduit en Europe les jeunes aristocrates et les jeunes paysans à renoncer à jouer de l'épée et du couteau, tout en notant que ce changement n'est pas intervenu sans résistance et que la persistance parallèle du duel et des révoltes paysannes jusqu'au XVIIe siècle a traduit les réticences de ces milieux à abandonner des modes de comportement brutaux, enracinés dans la survivance de traditions culturelles ancestrales valorisant la violence virile. Vous aurez noté que les paysans étaient violents, les aristocrates étaient violents, mais les bourgeois ne l'étaient pas. Hein. C'est les bourgeois qui ont inventé un mode de socialité qui n'est pas basé sur la violence, mais sur le contrat pacifique et la stabilité du marché. Et donc les institutions politiques bourgeoises modernes. Donc, signe néanmoins de cette évolution dans les sociétés européennes, la division par deux du nombre des homicides enregistrés dans les archives judiciaires entre le XIIe et le XVIIe siècle et par 10 entre 1650 et 1950. Hein, je répète, donc entre le XIIe et le XVIIe siècle, le nombre d'homicides enregistrés a été coupé de moitié. Et puis, de 1650 à 1950, en 300 ans, il a été réduit à 1/10 de cette moitié-là. Donc, quand on dit que notre société est de plus en plus violente, en fait, c'est une illusion d'optique, parce qu'on est de plus en plus sensible à la violence parce qu'elle nous paraît plus normale. Hein? C'est ça que ça veut dire.
alors qu'elle est banale dans une société traditionnelle. Hein, ouais. À part quand il y a un éclat dans une guerre, par exemple. Parce que dans Ben là c'est sûr. Quand il y a de la violence, ben c'est sûr qu'à cause de notre capacité, capacité étatique notamment, ou même de celle des mouvements politiques de mobilisation idéologique et technique, alors là, ça prend des dimensions comme géologiques. Hein. Bon, c'est sûr que la violence auparavant était très artisanale. C'est vraiment interindividuel dans les sociétés traditionnelles. Alors que dans une société industrielle, quand il y a de la violence, là, c'est un tsunami. Hein, ça. Bon. Alors, c'est pour ça que ça a l'air frappant, là. Mais dans le quotidien, même dans l'Allemagne nazie, ou en Union soviétique, là, ou en Chine maoïste, de la violence quotidienne, là, anarchique, là, entre les individus, tu n'en trouves pas beaucoup. Tiens, prenons un exemple récent. Un des principaux arguments contre les interventions américaines, je sais pas, en Irak ou en Libye, ben, c'est que, bon, sous des dictateurs cinglés, là, il y a de l'ordre public et puis les gens ne s'entretuent pas. Hein. C'est un monopole étatique de la torture et du viol et de la violence, mais ça affecte que de toute petite portion de la société, alors que ça devient absolument endémique. Une fois que le dictateur est parti, ben, tout le monde s'entretue et se terrorise. Alors au final, ben, c'est comment on fait le bilan de ça? Là? Si l'idée c'est d'éviter la violence, c'est raté. Il vaut mieux avoir un gros boss sanguinaire, dément, qui impose sa loi, qu'une anarchie violente tous azimuts. Hein? Bon, ça explique bien des choses dans la société. Bon, c'est depuis toujours. Hein? Les gens ont toujours préféré que quelqu'un, n'importe qui, mette de l'ordre pour les libérer de cette tendance qu'ils ont à se chicaner, à ce que les choses dégénèrent. Hein? C'est bon, ça a du sens. Et a posteriori, ben, on trouve des justifications au pouvoir du plus fort, qui souvent, traditionnellement, s'en trouvait civilisé dans ce processus-là. Hein. Bon, il fallait qu'il se conforme à ces attentes-là pour asseoir son pouvoir, puis bon, croire lui-même à sa propre autorité. Donc, il y a une sorte d'apprivoisement mutuel, en quelque sorte, entre la force et la société autour de la notion d'ordre public. Les deux ont intérêt à ce qu'il y ait une régularité et une légitimité. Bon, fin de la parenthèse. Un des spécialistes de l'évolution moderne, donc vers une société policée, c'est-à-dire une société civilisée où on ne s'agresse pas à tout moment, c'est Norbert Elias, qui a observé que la mobilité des individus augmente sur le plan spatial comme sur le plan social. Et Norbert Elias, un grand penseur issu évidemment de cette Allemagne d'avant-guerre, là, mais dont les œuvres principales sont sorties après, je crois. Donc, ici, on va citer La Société des individus. Observant que la mobilité des individus augmente sur le plan spatial comme sur le plan social, il note le rafraîchissement par rapport au poids de l'enracinement social traditionnel. Leur inéluctable encadrement à vie par la famille, la parentèle, la communauté locale et d'autres groupes de cet ordre, l'adaptation de leur comportement, de leurs objectifs et de leurs idéaux à la vie au sein de ces groupes et leur identification naturelle avec eux se réduisent. L'autonomie individuelle s'en trouve favorisée d'autant. Les individus devenus adultes, constate-t-il, se dégagent de plus en plus des limites locales étroites de la communauté de naissance et des groupes corporatifs, dont la cohésion se désintègre au fur et à mesure qu'ils perdent leur fonction de protection et de contrôle. Dans le cadre des sociétés étatiques plus larges, hautement centralisées et de plus en plus urbanisées, l'individu se trouve de plus en plus remis à lui-même. Si bien que, paradoxalement et contrairement à certaines idées reçues, on peut qualifier les institutions de contrôle social dont le rôle se développe à l'époque moderne, les institutions étatiques, judiciaires et policières, institutions de la liberté qui fondent l'existence sociale et conceptuelle de l'individu en lui procurant un espace de liberté réelle et protégée qu'il n'avait pas jusque-là. C'est donc de l'intérieur d'une certaine société, en fonction d'un certain jeu de forces sociales, qu'a pu apparaître cette catégorie, cette notion de l'individu.
Selon Marcel Gauchet, c'est grâce au développement de l'État et en fonction de l'accroissement de ses prérogatives qu'a pu se constituer quelque chose comme l'individu. Et déjà, Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française, pouvait dire la vérité, c'est que l'État a été le libérateur de l'individu. C'est l'État qui, à mesure qu'il a pris de la force, a affranchi l'individu des groupes particuliers et locaux qui tendaient à l'absorber. Famille, cité, corporation, etc. Ben ça, bien sûr, c'est l'idéologie républicaine jacobine. Là. Bon, c'est clair, puis Gauchet la partage. Mais, on peut, mais l'État jacobin, c'est quelque chose de problématique et qu'on peut critiquer. Bon, l'État centralisateur en général, qui a à son tour a tendance à absorber les individus. Même chose pour le marché soi-disant libre, qui est une sorte de organisation de domestication des masses en fonction des intérêts de l'écoulement des marchandises, donc société de consommation. Et c'est ça que, justement, mes sujets, là, les non-conformistes des années 30, sur lesquels ils vont réfléchir et formuler des alternatives. Je vais y venir, je vais venir tout de suite, mais je vais commencer par résumer ces considérations de Jean-Louis Loubet-Delbel, donc sur les formes de contrôle social traditionnelles et modernes. Donc, le contrôle social de type moderne, c'est donc caractérisé par la coexistence plus ou moins équilibrée des quatre types de contrôle qui avaient été dégagés dans l'approche théorique, avec d'un côté la persistance de certaines formes internes ou sociétales de contrôle qui continuent à jouer un rôle social non négligeable, mais qui n'ont plus de rôle dominant, le rôle dominant plus ou moins exclusif qu'elles jouaient dans la société traditionnelle, en s'accompagnant de ce fait d'un allègement des contraintes subies par les individus. D'ailleurs, c'est une persistance de formes internes ou sociétales de contrôle qui va disparaître avec les sociétés postmodernes. Il n'y a plus de normes intériorisées par les individus. C'est pour ça qu'on devient à la fois des sociétés libertaires et des sociétés policières. Où on fait de plus en plus appel à la police pour assurer un ordre social, mais en même temps, on ne peut pas supporter les interventions de la police. Hein. On crie au meurtre dès qu'ils se mêlent, prennent une décision et qui tranchent dans des situations où on n'ose pas, où on ne sait pas comment intervenir. Hein. C'est ça la situation postmoderne sur laquelle je vais probablement revenir sur la base de cet excellent petit livre En temps et lieu l'an prochain. Donc, d'un autre côté, le développement de formes institutionnalisées de contrôle qui s'organisent plus ou moins directement dans leurs aspects judiciaires et policiers, en parallèle avec l'institutionnalisation de l'État. Donc, ce développement compensant, pour une part seulement, l'affaiblissement du rôle des modalités informelles de contrôle social, tout en laissant à l'individu une partie de l'espace de liberté que celui-ci a libéré et en permettant ainsi l'essor de l'individualisme. Donc, individualisme qu'on peut prendre au pied du... disons, qu'on peut prendre au mot en essayant de lui conférer une certaine substance face aux tendances homogénéisantes, standardisantes, conformisantes du marché et de l'État. Ce qui a été précisément la tâche que s'est fixée, donc, un des penseurs les plus originaux de ces non-conformistes des années 30, malheureusement qui est mort trop tôt, Arnaud Dandieu, donc mort en 1933 à l'âge de 35 ans, alors que pour ses contemporains, ça aurait été le Bergson de sa génération, mais un Bergson vraiment politique, là, ça aurait été quelqu'un de vraiment important. Puis c'est un peu un de mes défis d'exhumer sa pensée, là, qui est interrompue trop tôt, mais dont j'ai comme des débris épars que je vais chercher à remettre en circulation, mais bon, enfin. Alors, c'est ça. Donc, lui cherchait comment instituer un nouvel individualisme qui ne soit pas celui atomistique de la société productiviste capitaliste ou de l'État centralisateur jacobin. Et pour ça, il s'appuyait, il essayait de dégager les implications sociopolitiques de l'essai sur le don de Marcel Mauss, paru en 1923, et qui avait déjà...
et qui avait commencé d'alimenter aussi la réflexion de son collègue à la Bibliothèque nationale, Georges Bataille. Ils en ont beaucoup discuté ensemble, mais de toute façon, la pensée de Dandieu gravitait autour de ces sociologues français étroitement associés qui étaient Mauss et Hubert. Donc, Georges Bataille va esquisser ses conséquences de l'essai sur le don dans son propre article La notion de dépense en 1933, je pense, dans la revue Critique, la critique sociale. Peu avant que paraisse le livre le plus important de Dandieu, en fait le testament de sa pensée, qui est consacré exclusivement à la tâche de dégager ses implications de l'essai sur le don, et un livre intitulé La révolution nécessaire. Donc, il s'agit là de l'élaboration des conséquences éthiques et pratiques à tirer de l'anthropologie du don dégagée par Mauss, et bon, qui est devenu un thème de plus en plus important dans la pensée contemporaine. Il y a toute une école de pensée, surtout française, qui s'inscrit dans son sillage, dont le Mauss, mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, où j'ai publié d'ailleurs au début du siècle un article substantiel sur la pensée de Dandieu à cet égard. Et puis, donc, un des piliers, finalement, de ce mouvement-là, c'est un penseur québécois qui s'appelle Jacques T. Godbout, qui écrit plusieurs livres reconnus sur la pensée du don. Là, j'en ai un parmi ici entre les mains. Je n'y ai pas beaucoup fait appel, là, mais je vous réfère à lui pour explorer les aspects contemporain d'une telle réflexion. Mais là, on est un peu dans la réception presque immédiate de Mauss. Donc l'essai de Mauss sorti en 1923. Et donc, dès 1929, Arnaud Dandieu avait pu commencer d'en tirer les leçons dans une série d'articles critiques pour la revue Europe de Romain Rolland et dans la revue surréaliste dissidente Bifure, ainsi que dans un de ses premiers livres, Le cancer américain, sur l'hégémonie croissante des modèles financiers américains qui commençaient à être institutionnalisés par l'ancêtre de la Banque mondiale, qui était la Banque des règlements internationaux, qui a été créée justement dans le cadre du plan Young en 1929 pour gérer la dette allemande de réparation envers les Alliés. Donc, c'est dans le foulée précisément de la Grande Guerre, dont je vous ai évoqué les aspects sociaux et financiers la dernière fois, que le système financier international actuel qui domine la planète s'est mis en place. Et Arnaud Dandieu en a tout de suite reconnu les implications, là, qu'il y avait une sorte de fétichisation d'un crédit détaché de tout échange interhumain concret, qui allait avoir qui allait magnifier les aspects les plus contestables de la société atomistique moderne. Donc, pour Dandieu, il faut donc ajouter dans l'analyse de l'échange et du crédit, aux éléments mesurables et purement économiques, des éléments irrationnels de confiance et d'action. De là l'importance du potlatch tel qu'interprété par Mauss. L'étude du potlatch, dit Dandieu, n'a été faite jusqu'à maintenant que d'un point de vue historique, et les sociologues même qui l'ont tenté semblent s'être préservés volontairement des prolongements politiques que peuvent avoir leurs découvertes. Pourtant, celles-ci peuvent être aussi bouleversantes pour l'évolution des sociétés modernes que pour la connaissance des sociétés primitives. Et l'étude du potlatch se révèle extrêmement féconde en enseignements concernant la véritable nature et la source essentielle des phénomènes dits économiques. Là, avant de poursuivre, là, je vais rectifier une erreur factuelle que j'ai faite tout à l'heure. J'ai évoqué la Banque des règlements internationaux, créée dans le cadre du plan Young en 1929. En fait, cette banque-là, elle existe encore. Elle s'appelle sous le même nom. Et on l'appelle parfois la Banque centrale des banques centrales. Hein. C'est à cet organisme-là que les représentants des banques centrales des principaux pays se coordonnent
leur politique monétaire notamment. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que la Banque mondiale qui est née dans l'après-guerre, dans la foulée des accords de Bretton Woods, etc., le second après-guerre, je veux dire. Mais c'est quand même le prototype. Hein. C'est juste une précision à faire. Ça a lancé le mouvement d'institutionnalisation planétaire de la vie financière et sociale. Donc je reviens là au potlatch. Avant de reprendre l'exposé des enseignements que tire Dieu du potlatch, et il convient de cerner de plus près ce qu'il faut entendre sous ce vocable. Potlatch signifie nourrir, consommer dans la lingua franca des Indiens Chinook de la côte de l'Oregon, l'État de Washington. Mais il a depuis longtemps été accepté par tous les habitants de la côte nord-ouest du continent américain pour désigner un genre de festival qui fut jadis au centre de la vie de ces cultures autochtones et en lequel les sciences sociales ont vu au 20e siècle l'idéal type de toute une gamme d'institutions et de pratiques à travers les sociétés les plus diverses et des temps les plus reculés jusqu'à une époque récente. Au sens strict, le mot potlatch se réfère à des fêtes prolongées combinant les fonctions d'une foire, d'une assemblée politique et d'une initiation religieuse, et qui se tenaient à de nombreuses reprises tout au long des longs mois d'hiver dans les sociétés indigènes de la côte Pacifique. Surtout au premier chef chez les Amérindiens de Colombie-Britannique et d'Alaska, les Kwakiutl, les Tsimshian, les Haida, les Tlingit, et à un moindre degré dans certaines cultures de l'intérieur comme les Chinook et les Dene jusque dans les territoires du Nord-Ouest. Mais aussi dans une mesure remarquable chez les Inuits des côtes de la mer de Bering et jusqu'au continent asiatique avec les Tchouktches et les Koryaks de l'extrême-orient sibérien. Marcel Mauss n'hésitait pas, quant à lui, à appliquer le terme potlatch aux institutions très semblables de bien des peuples du Pacifique Sud, tels que le coolering, observé par l'anthropologue Bronisław Malinowski chez les indigènes des îles Trobriand. Comme ce circuit du Kula, le potlatch amérindien implique la constante circulation des biens sous la forme de cadeaux échangés entre groupes sociaux rivaux tels que clans et fraternités. À travers le cérémonial compliqué du potlatch, donc ces groupes prodiguaient à leurs invités les richesses accumulées durant la belle saison, les obligeant par là implicitement à leur rendre l'appareil avec intérêt à l'intérieur d'un délai raisonnable, à peine de guerre privée ou publique. Bon, on voit aussi que, à quel point l'échange et le don est de façon très, très concrète une alternative à la violence et à l'agression. Hein. J'ai fait souvent allusion à une sorte de logique sacrificielle, là, quand les choses dégénèrent, puis quand quelqu'un est déjà mort, tout le monde est saisi en même temps, puis il y a une forme d'ordre sacré qui peut naître de ça. Mais on peut imaginer l'autre scénario où on est sur le bord de l'affrontement entre des forces égales ou comparables, puis il y en a un qui en quelque sorte, se sacrifie lui-même partiellement en faisant un cadeau à l'autre. Et là c'est quelque chose qui doit sans doute saisir tout le monde en même temps. C'est le contraire de ce qu'au lieu de prendre agressivement, on donne. Mais en même temps, il y a une sorte de courage à sortir de l'agression, à se rendre vulnérable, mais en même temps, de cristalliser, disons, ce moment de saisissement et donc de paix dans un objet concret qui a une valeur. Donc, l'autre partie peut donc saisir ce qu'il lui a offert comme à la place au lieu d'avoir à le prendre par la violence, mais du coup, il est obligé envers l'autre. Hein. Donc, il est soumis à un pouvoir sans passer par la violence. Donc, on peut imaginer, en même temps, c'est un moment sacré. Hein? Il y a une sorte de violence implicite à ça, parce que c'est directement une alternative à la violence qui obtient certains des effets de la violence par des moyens pacifiques. Alors, ça peut expliquer que, le sacrifice n'est peut-être pas littéralement l'origine de tous les rites religieux et sociaux, etc., mais il demeure implicite, mais rien que le fait du don cérémonial a quelque chose d'instituant
qui est probablement l'origine concrète de bien des détails, des coutumes et des religions donc traditionnelles. Donc là, je pense qu'aller un peu dans le sens la pensée de Karim exprimée il y a quelques semaines là, à propos de l'échange qui a pu assumer un caractère structurant ou structurel dans les sociétés sans nécessairement passer par les scénarios de scène primordiale de Freud ou de Girard. On peut imaginer que dans cette grande proximité entre le don et la violence, il y avait une autre façon d'instituer des liens sacrés et structurants. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je reviens au potlatch. Donc, quand cette obligation, ce qui n'est pas une obligation que je te force, au contraire, en te laissant libre, je te donne un cadeau, je te laisse libre, mais c'est toi qui te sens obligé. Tu te sens obligé à... Je t'oblige, mais sans le dire. Donc, c'est comme ça que tu deviens mon homme lige, parce que tu me dois quelque chose, mais moralement, sur ton honneur, pour montrer que t'es pas moins généreux que moi, il faut que tu me rendes des services. Hein. Bon, c'est comme ça que se créent les liens, là, puis il y a encore des milieux où ça fonctionne un peu comme ça, dans les mondes criminels, comme ça, c'est encore pas mal comme ça. Hein? C'est quoi, en fait, cet honor among thieves? Comment ça se fait que des sociétés fondées sur la violence et le vol peuvent avoir des liens sociaux si forts et si stables, qui évidemment peuvent toujours basculer dans la violence quand on transgresse un code. Hein? Bon, on touche à une logique primordiale d'honneur et d'obligation de dettes créées et qui doivent être maintenues par des prestations en nature, en quelque sorte. Tu parles de la corruption aussi? Ben non, ben, ça peut être ça aussi, mais là, ça entrerait dans une logique commerciale. Ça, c'est facile à comprendre. Parce que c'est business as usual, ça. Mais ce qui est plus difficile à comprendre, c'est ce qui implique la violence, la constitution de clans, etc. C'est pas juste du calcul. Il y a des allégeances personnelles qui doivent être... qui doivent soutenir tout ça. Donc, dans une situation qui, en principe, n'est pas criminelle, donc, dans une société traditionnelle comme celle des Indiens de la côte ouest, donc ceux qui recevaient, qui étaient reçus à un potlatch devaient à leur tour inviter leurs hôtes à un potlatch où ils les surpasseraient en générosité, lançant ainsi une nouvelle ronde de dons compétitifs en une escalade sans fin que l'abondance de la nature rendait possible dans ces régions côtières. Il ne s'agissait pas là de commerce au sens habituel, puisque chaque village était normalement autosuffisant quant aux biens de consommation courante. Ces communautés connaissaient deux modes d'interaction, la guerre pour le sport, le prestige et le butin, et la collaboration en vue de la minutieuse organisation nécessitée par les pêcheries de printemps et d'été. Celle-ci était conduite par des guerriers entrepreneurs, seuls en mesure de souder pour cette tâche de vastes contingents de parents et de clients en les obligeant au moyen de spectaculaires potlatches, où le prestige était obtenu et les rangs assignés entre les communautés comme il l'était aussi à l'intérieur de celles-ci. Des réseaux de loyauté plus étendus étaient ainsi constitués, se substituant à la guerre tout en poursuivant par d'autres moyens son féroce combat pour le prestige et le pouvoir. Si la richesse servait désormais donc à cette lutte pour le pouvoir et le prestige, donc par sa dépense ostentatoire, c'était d'une manière assez différente de celle qui court dans les sociétés modernes, puisqu'il ne suffit pas dans le potlatch d'accumuler de la richesse. Montrer du déplaisir à s'en départir y est presque pire que d'en manquer. Tout comme hésiter à mettre sa vie en jeu au combat ou bâcler l'exécution d'un rituel, cela veut dire perdre la face,
soit très littéralement son âme avec son honneur, tel un esclave. Et c'est ça la différence entre un homme libre, c'est-à-dire un noble ou un patricien, et un esclave. C'est que l'esclave a perdu la face. Hein. Il n'a plus de statut social. Il est au niveau de l'animal et l'objet. Bon. Il a perdu son caput, et sa face, sa persona sociale. Il est dans l'indistinct. Il est sa force de travail. Alors que celui qui le possède, c'est un homme libre qui a son caput, qui a sa persona. Hein? Il a une persona sociale, individualisée. Alors que l'esclave est perdu dans sa masse comme du bétail. Et bon, alors, c'est dire les enjeux de ce type de société traditionnelle. Hein? Parce que d'où l'importance de la violence. Parce que quand une tribu perd face à une autre, là, ça veut dire que tout le monde perd son statut, devient les esclaves des autres. Hein? C'est ça qui est en jeu. Alors, c'est sûr que pour ça, tu te bats. Il y a des choses plus importantes que la vie ou même la survie, c'est d'avoir encore de ne pas perdre la face et littéralement sa personnalité humaine. Hein? Oui. La Corse. Hein? La Corse. Oui, exactement. Donc, mettre un invité dans une situation où il n'était guère en mesure de répliquer au don de l'autre par des sacrifices encore plus extravagants, telle était l'arme suprême. Et afin d'ainsi aplatir son rival, il était légitime de détruire délibérément des biens précieux, mobiliers ou immobiliers, qu'il s'agisse de brûler sa maison ou de mettre à mort ses esclaves, voire même de donner femmes et enfants. Il y avait cet hiver des expositions sur les samouraïs, notamment à Pointe-à-Calière, et une des choses qui ont été expliquées, qui m'a beaucoup frappé, c'est pourquoi c'est extraordinaire luxe d'artisanat et d'esthétisme incroyablement élaboré sur les armures des samouraïs. Ben, c'était très simple, c'est pour montrer, je veux dire. J'ai tellement pas peur de toi, puis ça me fait tellement pas peur de mourir là, que je vais investir énormément d'argent et d'efforts dans cette armure. Je peux jamais être plus beau qu'à ce moment-ci où je t'affronte. Et c'est une façon de montrer que moi j'ai pas peur de toi, puis de t'intimider par ça en te distrayant par bon, tout qu'est-ce qu'il a mis sur son armure. Okay, bon, tu sais, il faut vraiment pas, disons, c'est montré, bon, qu'on peut d'une part, qu'on est pas mal sûr de survivre et qu'en fait, d'une part, hein, si on fait cet investissement, mais aussi, encore plus, qu'on se fiche de perdre tout ça hein, avec la vie. Hein. On prodigue tout ce qu'on a, tout ce qu'on a de meilleur à prodiguer, on le concentre au moment où on pourrait tout perdre. Hein. Je pense que c'est l'essence de l'esprit guerrier. On le mise. On le mise, c'est la mise en jeu. On mise tout sur le moment précis de l'affrontement. Et le fait même de tout miser à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut intimider l'autre. Hein. S'il y a le moindre doute, alors c'est pour ça qu'il y a une sorte de rivalité sur qui aurait l'armure la plus spectaculaire. Hein. Bon. La plus élégante chez les Japonais. Bon, oui, mais justement, de raffinement spectaculaire. C'est pas juste du tape à l'œil, mais c'est un raffinement qui tape à l'œil. C'est pas kitsch. C'est profondément émouvant d'élégance, mais à un tel degré, c'est comme... Je sais pas, moi, c'est comme porter un Botticelli en guise d'armure. Hein? C'est ça. C'est pas juste la technologie blindée, là. C'est une autre logique. D'ailleurs, c'est même pas... D'ailleurs, il y a une différence entre les armures occidentales et japonaises, c'est que c'est pas purement du blindage. C'est pas du blindage, hein, les armures japonaises. Elles sont pénétrables. Hein. C'est pas de se mettre à tout prix à l'abri, là, puis... en fait, d'une certaine façon, c'est de s'exposer. Hein. C'est une sorte d'exposition spectaculaire qui elle-même a sa propre force. Chez les Arabes aussi, c'est la même chose avec tous les coutelas, les couteaux, les... Ben oui, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est le principe de dépense qui a magnétisé autour des armes, des armures, etc. C'est un principe esthétique et magique. Hein. Chez le samouraï aussi, c'est une question de vitesse.
t'es empêtré dans Ah ben oui, armure c'est ça. comme les chevaliers, Ah ouais. Tu vas crever. Parce que l'idée, c'est un coup, c'est fini. Donc, si t'es empêtré dans des articulations, ça ressemblait aussi aux armures moyen-orientales, justement, où il y avait plus de jeux de couteau, justement, rapide, qu'une grosse épée où tu frappes. Puis, mais justement, et donc il faut que tu te protèges parce que c'est les gros moyens lourds, là, donc c'est lourd à l'attaque puis lourd à la défense. Fait que ça devient comme contradictoire à mesure qu'on a l'escalade. Là, bon. Donc, de tels excès de destruction somptuaire en pure perte faisaient la fascination du potlatch pour Georges Bataille, qui trouvait une source de souveraineté nihiliste dans une communauté impossible. Mais en fait, c'est une exagération, là, parce que même si on flirte avec la ruine, l'objet, c'est pas la ruine, c'est pas du suicide. Hein. Bon, c'est là qu'il dans sa mentalité perverse habituelle, là, il a tout mélangé, puis il a perverti toute la pensée de la seconde moitié du 20e siècle. Alors, c'est comme ça c'est ça l'intérêt d'Arnaud Dandieu, c'est qu'à la source de cette pensée-là, il remet les choses en place, là, sans tomber dans cette espèce de sublime nihiliste de la perversion, là, glorifiée par les postmodernistes, là, qu'il faut aller toujours plus dans la transgression et le mélange de tout. Là. Bon, non, Arnaud Dandieu maintient la tension là, sur cette lame de rasoir, justement, entre s'offrir, se rendre vulnérable, mais sans tomber dans l'abîme, là, juste rester sur la lame du rasoir. Donc, Dandieu était plus nuancé, plus équilibré dans son appréciation, certes enthousiaste du potlatch. Il y relevait par-dessus tout le caractère social intégral d'un acte d'échange où, d'ailleurs, enfin, la différence entre Dandieu et Bataille, j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir, hein, c'est bon... Dandieu parle de don et Bataille parle de dépense. Hein. Bon, il prend le paradigme bourgeois puis il le met à l'envers. Alors, Dandieu a mieux compris, le don, c'est une catégorie autonome. C'est pas juste l'inversion, c'est pas juste mettre au lieu d'avoir de l'accumulation, remplacer la constipation par de la diarrhée. Là. Non, non. C'est une digestion saine. C'est complètement autre chose. Bon. Donc c'est ça. Dandieu paraphrasait Mauss en parlant d'un acte du caractère social intégral d'un acte d'échange où les éléments économiques sont étroitement liés, ou plus exactement fondus aux éléments mystiques et affectifs, dont notamment les considérations de prestige et d'honneur. C'est par le potlatch, en effet, qu'est gardée vivante et opérante la mémoire des ancêtres de l'hôte, qui est honoré par des danses et des discours solennels. D'ailleurs, c'est cette persona de l'hôte qui était traditionnellement incorporée dans le mât totémique. Le totem, au sens strict, c'est l'accumulation des personas des différents ancêtres de l'hôte. Donc, les ancêtres animaux mythiques du clan de l'hôte. Donc, le prestige de l'hôte, et donc le prestige à travers lui de ses ancêtres animaux totémiques, exige que la richesse de leurs héritiers soit diffusée de haut en bas de la hiérarchie sociale, une fois qu'elle a pu s'accumuler de bas en haut sous l'égide du chef. L'égide, c'est-à-dire sous son bouclier. Hein. Ça veut dire littéralement ça. C'est quand un chef a assez d'autorité pour que, justement, pour être assez victorieux, à la fois assez généreux pour que les gens se fassent corps autour de lui. Hein. C'est ça que ça veut dire. Sous l'égide de, ça veut dire que quelqu'un a ce secret du potlatch. Une fois que ce prestige a été, et ses allégeances ont été concentrées sous l'égide du chef, elle peut être gagée sur l'honneur de son nom au jour du potlatch, où les pleins pouvoirs de son clan sont concentrés dans sa personne. Il est alors libre d'établir pour lui des contrats qui l'engagent tout entier. Contracter des dettes d'un côté, payer des dettes de l'autre côté, c'est cela le potlatch, d'après l'anthropologue Franz Boas dans son rapport de 1898 sur les tribus du nord-ouest du Canada.
Il poursuit, « Ceci est fait publiquement, avec beaucoup de cérémonies et en manière d'actes notariés. Ceux qui reçoivent des présents à cette fête les reçoivent comme prêts qu'ils utilisent dans leurs présentes entreprises, mais après un intervalle de quelques années, il leur faut les rendre avec intérêt au donateur ou à son héritier. » C'est là pour Dandieu la preuve que, contrairement à ce qu'ont toujours répété les économistes sur les origines de l'échange, de par le rite du potlatch, le crédit précède le troc. Le terme précède le comptant. En d'autres mots, le temps social du don rituel réciproque précède l'intemporalité désincarnée de l'échange matériel calculable en vue du profit individuel. Et là, on touche à la différence, sans doute, entre communauté et société. Oui. Donc, ce qui est en jeu dans l'échange, dans le mode communautaire, c'est le rapport. Hein? C'est le lien social. C'est beaucoup plus important que ce qui y est échangé, qui est en fait simplement un symbole de ce rapport social entre les partenaires. Donc, dans cette situation première de l'échange, en tout cas sous sa forme sacrée, la relation prime sur l'objet. Et on peut imaginer une critique de Freud qui se ferait sur base de cette distinction. Hein. Si l'important, c'est pas d'obtenir l'objet, mais de maintenir ou de créer une relation, ça peut révolutionner notre pensée sur bien des points. Simple parenthèse. Donc, parce qu'en fait, Mauss a relevé une distinction dans les sociétés traditionnelles, que ce soit à Rome ou aux îles Samoa, entre les biens et les activités destinées à l'échange proprement économique en vue de la consommation courante et ceux voués à l'honneur de la dépense prodigue. Ainsi, les objets de cuivre jouaient-ils le rôle d'une monnaie connue comme l'attracteur de propriété, réservé aux fins sanctuaires du potlatch. Les biens de luxe distribués aux invités en étalage d'opulence comprenaient aussi des couvertures multicolores appelées chilkat, des peaux de loutre, des accoutrements de guerre, des haches et des boîtes sculptées, pour ne rien dire des vastes quantités de nourriture consommée. Si beaucoup de ces biens avaient une valeur pratique, en tant que présents, ils étaient marqués d'une différence de nature par rapport aux objets utilitaires. Dandieu, en fait, dans sa pensée sociale, veut retrouver ce primat du rapport personnel total dans l'échange. Donc, pour lui, avant que le crédit puisse retrouver son sens premier de prestation sociale totale, il faut d'abord qu'il meure tout entier, aussi bien sous sa figure étatiste que sous sa défroque libérale, pour ressusciter sous son aspect authentique qui est spirituel. Ce n'est qu'en passant par cette épreuve qu'il retrouvera toute la complexité et l'efficacité du potlatch, adapté à une société qui est parvenue à un sommet de l'évolution industrielle. Donc, il apportait une réponse au dilemme de Teunius, sans le citer, mais je pense qu'il apparaît dans la bibliographie de son livre, La Révolution nécessaire. Si ces caractères du potlatch ont pour Dandieu une valeur normative, c'est qu'il fait remonter à l'individuation du chef par rapport au clan qui s'y fait jour, l'origine, voire l'essence de la personne humaine. Parce qu'à côté du totem et des masques évoquant les ancêtres, la persona de l'hôte distingué, soit sa reconnaissance sociale par des dettes de gratitude, était représentée par des boucliers de cuivre ornés du blason de leur propriétaire, qui les exhibait au potlatch, mais ne s'en départissait qu'à regret, ou alors comme prêt en marque de confiance. De même, les plats, les fourchettes, les cuivres, tout est blasonné, animé, fait partie de la persona du propriétaire, de la familia, des res de son clan, les choses de son clan. En fait, c'est la même logique que l'héraldique européenne. C'est mettre les symboles du clan, de l'ancêtre sur tous les objets familiaux. Hein. Bon, donc là, je citais en fait Mauss dans son essai de 1938 sur la notion de personne, où il revient sur le fait de la personne, entre guillemets, et de ses droits et devoirs et pouvoirs religieux sur la succession des noms, etc., n'ayant pu y insister dans son essai sur le don de 1924.
C'est à dessein qu'il emploie la terminologie latine pour parler des Kwakiutl, puisqu'il retrouve à sa racine la même atmosphère chez les Anciens que chez les Amérindiens. Le mot persona aurait été emprunté par les Romains aux Étrusques, ces autochtones d'Italie qui, comme ceux de l'Amérique du Nord-Ouest, avaient une civilisation à masque. Bien qu'ils aient pu adapter le mot persona du prosopone des Grecs, ce qui est sûr, c'est que ces deux vocables désignent au départ une seule et même chose, le masque mortuaire de l'ancêtre éponyme du clan, dont l'imago, ainsi préservé par les familles patriciennes, donnait le droit de porter le surnom ou cognomen, le nom de famille. Donc, les patriciens, les nobles, ce sont ceux qui ont un nom. Le commun n'a pas vraiment de nom. Ils n'ont que des surnoms, des prénoms, des nicknames, là, mais, dont on va tirer les noms de famille qu'on a aujourd'hui. Mais un vrai nom, c'est le nom d'une grande famille qui a un clan noble à part, qui a une naissance différente à base militaire sacrée. Donc, c'est comme une décisive extension de la persona civile que Mauss voyait à Rome, la révolte de la plèbe, le plein droit de cité qu'acquérir après les fils des familles sénatoriales. D'ailleurs, c'est le sens premier du mot émancipation. Tous les membres plébéiens des gentes, des tribus, tous les hommes libres de Rome. Il aurait pu ajouter que ces masques funéraires devinrent dans l'Égypte hellénistique et romaine des portraits peints de défunts, comme ceux de Fayoum, en lesquels il était impossible de ne pas reconnaître la source de l'art chrétien de l'icône, représentation saisissante de l'universalisation, cette fois métaphysique plutôt que politique, d'une vision nouvelle de toute personne humaine comme imago Dei, à restaurer dans sa gloire primordiale par cette nouvelle forme d'héroïsme qu'est la sainteté. Du moins apparaît-il pour Mauss, à la lumière de la recherche ethnographique américaine, que nous voyons déjà chez les Pueblos, en somme, une notion de la personne, de l'individu, confondue dans son clan, mais détachée déjà de lui dans le cérémonial, par le masque, par son titre, son rang, son rôle, sa propriété, sa survivance et sa réapparition sur Terre dans un de ses descendants dotés des mêmes placés, prénoms, titres, droits et fonctions. Cette idée formulée par Mauss en 1938 dans Dieu était déjà arrivé sur la base de l'essai sur le don de ce dernier et du livre Foi jurée de 1932 de son collègue Davy, en affirmant en 1933 dans son propre livre La Révolution nécessaire. Ainsi, sur le plan économique, le premier échange effectué dégagea l'initiative personnelle de la volonté collective et grégaire du clan. Sous forme de patriarcat, puis de féodalité, ces premiers individus dégagés du groupe exercèrent d'abord une virilité et une agressivité indiscutées et sans contrepoids, un peu comme le père de la Horde. Mais bientôt, la contagion de l'individualisme agissant sur les masses, chefs et sujets, maîtres et serviteurs s'opposèrent dans un mouvement dialectique incessant. L'autorité figée ayant perdu sa puissance créatrice, vit se dresser contre elle une nouvelle forme de la pensée individualiste, et le germe contenu dans le potlatch s'épanouit précisément en un mouvement de révolution permanente, fait d'explosions successives, au cours desquelles la personne s'affirme toujours plus libre et toujours plus créatrice. C'est en ces termes que dans Dieu conçoit la révolution nécessaire en 1933. Donc, devant l'insuffisance du modèle utilitariste de l'échange au vu du découplage du revenu et du travail salarié auquel semble devoir mener le développement de l'automation et à la racine du chômage, cette révolution consisterait, selon lui, à réaliser au profit de l'ensemble de la communauté, pour la libération personnelle de chacun de ses membres, l'économie de force qui est en train de faire sauter le vieux monde. En effet, à un travail constant mais à salaire variable, la rationalisation tendrait à substituer un travail irrégulier mais à salaire fixe. Quand je répète, à un travail constant mais à salaire variable, la rationalisation tendrait à substituer un travail irrégulier, mais à salaire fixe. Donc, à la gêne du travailleur dont le salaire est réduit, elle substitue la détresse du chômeur dont le salaire est néant et qui n'a plus en face de lui un patron qu'il puisse rendre responsable de ses misères. Je continue de citer dans Dieu. Ainsi, tout l'arsenal de défense rassemblé pendant des générations par le travailleur est maintenant démodé. Du fait de l'industrialisation et de la rationalisation économique, les causes concrètes de l'oppression des travailleurs ont disparu. L'ouvrier opprimé ne voit plus son sort dépendre de considérations personnelles ou morales,
mais uniquement de considérations économiques. Il parle déjà de la mondialisation en 1933, c'est clair. Il baigne dans l'économique pur et n'a plus personne contre qui se dresser. D'ailleurs, ceux contre qui il pourrait être tenté de se dresser sont en proie à la même fatalité. Le patron, la classe soi-disant dirigeante, subissent le même sort que lui. Usines fermées, affaires en faillite sont le chômage du patron. Mais lui, au sommet de l'échelle, ne peut s'en prendre à personne qu'à un mécanisme abstrait. C'est l'économie. Bon. Quant au chômeur, c'est un étrange statut que le sien, statut entièrement négatif qu'on ne saurait comparer qu'à celui des morts dans les sociétés primitives. Cette comparaison, Dieu la pousse très loin dans l'analyse d'inspiration nettement ethnologique des rapports ambigus de dons propitiatoires non réciproques entretenus par la société technicienne avec ce mort économique qu'est pour Dieu le chômeur, mis dans la situation dégradante de recevoir tout juste de quoi entretenir une vie qui n'est pas la vie puisqu'il ne peut rien donner en retour. Donc, il n'est pas une personne. Hein? Bon. Et puis, un assisté social, même si on le permet de survivre, on le met dans une situation de toujours recevoir sans donner, on en fait un mort-vivant. C'est ça que ça veut dire. Il ne s'agit en définitive que de conjurer la menace de ce fantôme qui hante nos resplendissantes babelles comme leurs déchets non intégrables. Le chômeur en liberté est en effet une insulte au progrès de la société, de cette société de transition qui prétend, dans son optimisme paradoxal, concilier les hauts salaires et les hauts profits. Conciliation qui pourrait sembler possible sans ce diable de chômeur. De la sorte, ainsi que Dieu l'avait signalé dans un essai sur le crédit pour la revue Europe, le chômeur est le soldat rêvé pour la lutte des classes. Le capitalisme constitue ainsi lui-même l'armée ennemie, armée de chômeurs et non pas de travailleurs. Ce n'est donc point la concentration automatique des entreprises signalée par Marx, ni la perfection du système capitaliste qui provoquera les révolutions, mais au contraire les imperfections inhérentes à toute rationalisation. Par là, la genèse de la révolution échappe à l'économique pure et dépend également de considérations psychologiques et de considérations de faits, puisque, sur ce plan comme sur les autres, elle ne peut être que la conjuration effective de la magie rationaliste. Hein? Il va répéter souvent la révolution sera psychologique ou ne sera pas. Hein? Il préfigure l'esprit de mai 68 à cet égard et à bien d'autres. C'est que l'armature centrale du capitalisme et de l'impérialisme actuel, donc de 1933, ce n'est pas tant l'économie que le prestige de l'économique. La lutte véritable est entre concret et abstrait, entre individus vivants et société rationalisée. La révolution proviendra donc d'une réaction psychologique et non point d'un déterminisme scientifique qui participe lui-même de la magie rationnelle dans ce qu'elle a de plus irréel et de plus inhumain, c'est-à-dire le prestige d'un pouvoir qui sait se multiplier lui-même à l'infini en passant outre aux aspérités du réel vécu. C'est le secret de la technique. Il n'est pas exagéré de dire que Dieu cherche à en finir avec l'éthique du travail au sens de l'ascèse intramondaine décelée par Max Weber au principe de l'esprit protestant du capitalisme naissant. C'est sans embâge que Dieu cherche à retrouver une éthique de l'honneur où le labeur perdrait toute valeur propre au profit de l'acte créateur et du loisir qui le permet. Donc la relative nouveauté du paradigme utilitariste sur lequel opèrent les sociétés occidentales modernes apparaît clairement à la lumière des principes somptuaires d'organisation sociale mis en évidence par le potlatch, mais qui structurent également les mœurs et les institutions de toutes les autres cultures de l'histoire. Marcel Mauss put consacrer aux survivances de ces principes dans les droits anciens et les économies anciennes des domaines indo-européens, sémitiques et chinois, l'avant-dernier chapitre de son essai sur le don, qui connaît à ce titre depuis quelques années un regain d'intérêt dans le cadre d'un débat sur le don qui traverse toutes les disciplines, de l'économie à la métaphysique. C'est que pour Mauss, des recherches approfondies font apparaître maintenant un nombre assez considérable de formes intermédiaires entre ces échanges à rivalité exaspérée, à destruction de richesses comme ceux du nord-ouest américain et de Mélanésie, et d'autres à émulation plus modérée, où les contractants rivalisent de cadeaux. Ainsi, nous rivalisons dans nos étrennes, nos festins, nos noces, dans nos simples invitations, et nous nous sentons encore obligés à nous revanchiren, comme disent les Allemands. Hein? Revanchiren, prendre sa revanche les uns sur les autres. Hein? Bon, tu
tu m'as invité cette fois-ci, mais attends, je vais t'inviter la prochaine fois, puis je vais t'épater avec un souper encore meilleur. Hein. Bon, À charge de revanche. Voilà, c'est ça, c'est de là que ça vient, parce que ces mots-là viennent directement du français en allemand. Bon, mais ils en ont fait un verbe, hein, à charge de revanche. Tu vois, l'arrière-plan de violence dans nos prestations les plus aimables. Hein? Ouais. La revanche, tu sais, je vais me venger du bien que tu me fais. Hein? Parce que c'est insultant de recevoir un bien. Hein? Alors, on entretient le cercle vertueux pour pas être en reste. Hein? On ne va pas être celui qui reste. Il faut être dans le surplus. Il faut être dans l'abondance. C'est la clé, ça. Il faut s'identifier magiquement à ce qui surabonde et prodigue comme l'essence même de la vie. Sinon, on est du côté de la maladie, de la vieillesse, de la mort. Hein. Tout ce qu'on constate en anthropologie et puis dans notre psyché, c'est ça. On veut être du côté de la vie qui déborde d'elle-même et pas de la survie qui s'accroche à la simple subsistance. Hein. Bon. Et ça, à la limite, c'est plus important que de subsister. Donc parce que nous n'avons pas qu'une morale de marchand, écrit Marcel Mauss en conclusion. Il nous reste des gens et des classes qui ont encore les mœurs d'autrefois, et nous nous y plions presque tous, au moins à certaines époques de l'année ou à certaines occasions. Ainsi, sans atteindre à l'intensité fébrile ou au rituel élaboré du potlatch des rives du Pacifique, la socialisation s'est concentrée dans bien des cultures dans une saison festive hivernale. Pour ne prendre qu'un exemple, bien sûr, on pourrait parler aussi de le train de fête du Nouvel An chinois, par exemple. On trouve ces choses-là dans tout l'hémisphère nord, mais évidemment, c'était le cas dans la vie paysanne traditionnelle au Canada français, hein, où la chape de neige qui mettait un terme aux travaux des champs donnait aussi le signal d'une succession de fêtes de famille élargies et de visites impromptues à des parents d'autres localités. Donc, nous aussi, on avait le potlatch traditionnellement. Il y avait rien avec ça à faire pendant l'hiver, dans le temps des fêtes, qui se prolongeait, qui se terminait officiellement à la Chandeleur, là, au début février. De même, en tant que classe, les aristocraties féodales du monde entier ont toujours été façonnées selon des codes de comportement et des modes de contrat incorporant les mêmes principes d'honneur et de largesse, la même préoccupation du rang et de l'étiquette que ceux qui trouvèrent leur expression la plus achevée et la plus cohérente dans le potlatch de la noblesse guerrière amérindienne du nord-ouest de l'Amérique. C'est ainsi que dans son livre « Le déclin du Moyen Âge » de 1919, l'historien néerlandais Johan Huizinga a pu s'attarder sur une série de banquets que les membres de la haute noblesse rivalisèrent à s'offrir les uns aux autres à Lille en 1454. Ayant pour objet d'obtenir leur engagement dans une croisade pour reprendre Constantinople, qui venait de tomber aux mains des Ottomans, elle avait commencé simplement et en modeste coût, pour alors augmenter en nombre d'invités, en somptuosité des épices et des amusements. En lui offrant une couronne, l'hôte donnait le tour à un invité. La fête se déplaça de cette façon des chevaliers aux grands seigneurs, des seigneurs aux princes, prenant toujours plus d'ampleur, atteignant chaque fois de plus haut degré de magnificence, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin au duc Philippe le Bon de Bourgogne, grand-duc d'Occident dont les domaines y furent la dernière place forte de l'esprit chevaleresque. Dans ceux du Bas-Rhin, dont hériterait bientôt l'Espagne, une fois qu'ils furent passés à la Réforme, une profonde révolution mentale se fit jour pour prendre le contre-pied de cet esprit féodal. La trace de ce qu'avait d'inouï l'avènement aux Pays-Bas d'une éthique bourgeoise du travail tenant en suspicion la dépense prodigue s'est conservée dans l'expression anglaise going Dutch, enfin qu'on pourrait traduire en français par sans façon, hein, c'est-à-dire mettre de côté les obligations de qui invite et de qui reçoit pour payer une addition chacun pour soi, sans cérémonie, sans façon, de peur d'entraver l'autosuffisance individuelle de l'un et de l'autre. Comme ça, on est quitte, là, puis bon... on n'a pas à se revanchir une, à charge de revanche. On n'a pas à planifier notre revanche quand on a terminé notre repas, là, bon. On est pacifié. Voilà. Donc, on a un contrat, l'échange a lieu, puis c'est fini. Hein. Il n'y a pas de dette après ça. Bon. On se revoit, on se revoit pas. C'est une sorte de one-night stand, là. C'est clair. C'est pas une cour. D'ailleurs, une cour, hein, c'est une démarche féodale, la cour. Là. Le one-night stand, c'est un échange bourgeois standardisé de marchandises et de prestations tout à fait complètement limitées et contractuelles.
Bon. Donc, ce mode de comportement est plus ou moins devenu la norme dans les sociétés occidentales de tradition libérale. Il est aux antipodes des usages millénaires du potlatch, soit de la donation, solennelle ou festive, et des liens sociaux qu'elle entretient. Dandieu a des phrases magnifiques là-dessus. Le mépris aristocratique de l'or, du négoce et du labeur servile avait été fondé sur l'esprit avant d'être transmis par le sang. La sottise des castes, le contresens raciste, implicitement des aristocraties, ne saurait nous masquer cette vérité. L'esprit qui vivifie la première féodalité est le même que celui du comité de salut public de la Révolution française. Le premier féodal ni le premier comitant ne consentent à être soldats ni travailleurs, ils sont avant tout créateurs et guerriers. La guerre moderne et le travail quantitatif s'étaient l'un sur l'autre en l'absence de tout élan vraiment humain d'agressivité créatrice. Massacre de piétons et travaux d'esclaves, je fais allusion à la guerre industrielle, bien sûr, et à l'industrie comme mobilisation de bétail laborieux. Donc, massacre de piétons et travaux d'esclaves, voilà bien la formule du monde moderne. Car de même que la guerre moderne a désindividualisé le soldat en s'industrialisant, de même le travailleur s'organisant rationnellement s'est méthodiquement démoralisé. C'est la religion du travail elle-même qui se dégrade au fur et à mesure que la doctrine rationaliste entre plus complètement en application, puisque, à l'instar de ce qui fait la gloire du guerrier, la seule justification du profit, c'est le risque spécial couru par l'entrepreneur, tandis que pour tout travailleur qui ne participe pas au profit, tout travail, pour être fait avec le plus de régularité et d'efficacité, doit être assimilé à un travail mécanique que pour des raisons d'économie ou par l'insuffisance de notre outillage, nous devons confier à des corps humains. En effet, quel est l'objet, et il ne pourrait être question de nier sa légitimité dans le plan proprement économique, quel est l'objet de la rationalisation du travail? C'est de le rendre aussi facile et aussi rapide, mais en même temps aussi mécanique et aussi impersonnel que possible. Or, le travail ne peut se voir attribuer une valeur supérieure au loisir au point de vue psychologique que s'il comporte une part de création. Dans tous les autres cas, le rapport doit être renversé et le travail n'est plus que la rançon sociale à la fois stérile et indispensable du loisir comportant seul les possibilités créatrices. Et si le rapport était effectivement renversé comme ça, ce qui est précisément l'objet de la révolution psychologique pour Dandieu, la morale et la religion industrialiste tombent d'elles-mêmes. Ainsi aussi, pour éviter que le travailleur ne prenne conscience de l'état réel des choses, a-t-on recours à l'organisation du loisir, c'est-à-dire à la négation psychologique du loisir. Arnaud Dandieu va s'étendre sur ces phénomènes propres à la société de consommation dans son discours contre la méthode, écrit en 1928 et demeuré inédit, où il aborde aussi le rôle des médias dans l'intégration des travailleurs dans une société de consommation leur fournissant des créations prédigérées qui leur font admettre le travail non créateur nécessaire pour se les approprier. Je cite, « Ces moyens de suggestion seraient insuffisants si l'on y ajoutait le développement de l'esprit de lucre. La prime au rendement s'ajoute, dans bien des cas, à l'application plus ou moins rigoureuse du système Taylor proprement dit. Mais surtout, on fait espérer à l'ouvrier un raccourcissement de la journée de travail qui rend ainsi au travail le prestige que le taylorisme lui fait perdre. Que dans la pratique, la journée de travail ne diminue que d'une faible durée, peu importe. L'important, c'est que la perspective des hauts salaires et de courtes heures de travail assure à la religion du travail le prestige que le triomphe même de la rationalisation doit normalement réduire à néant. » Donc, la rareté croissante du travail à l'ère de l'automation et de la globalisation contribuerait sans doute de nos jours à lui conférer un regain de prestige frelaté, tant qu'il demeurera la source essentielle du revenu et de l'insertion sociale, et ce, quelle que soit sa nature, si dégradante fût-elle. C'est mieux de travailler chez McDonald's que d'être sur le chômage. Bon, a priori, ça ne va pas nécessairement de soi, là, mais point de vue du statut, là, apparemment, c'est comme ça que ça se passe. Bon. Mais c'est toujours dans l'idée que gagner un salaire, ça permet d'avoir les choses qui justifient de travailler chez McDonald's. Ensuite, on peut s'acheter les iPods et tout ce qu'on veut. Là. Bon. C'est bon. Et c'est ça. Et donc, c'est des choses qui étaient
parfaitement visible, enfin, qui était déjà clair. Donc, à l'époque que je vous ai laissé la dernière fois, là, sur laquelle je reviens maintenant, là, donc autour de 1930, une époque où, justement, le passage que je viens de vous lire a été écrit en 1928. Hein, donc, c'est avant que la crise rende le travail rare. Hein, le chômage prend des proportions épiques à ce moment-là. Et c'est dans ces années-là que la mystique du travail prend ses dimensions les plus délirantes, avec le stakhanovisme et tout ça. Il y a une sorte de surcompensation. Moins le travail est comme gratifiant dans son contenu concret, plus il est glorifié idéologiquement, il devient une sorte de mystique. On se perd dans le travail parce qu'on est aliéné, mais on trouve des raisons de justifier ça comme une sorte de gain mystique là, pour le socialisme, même pour le Christ, pour certains milieux catholiques qui entrent dans cette logique-là, qui vont moderniser les sociétés catholiques après la guerre. Là. Donc, idéologiquement, le travail est comme survalorisé dans la mesure même où il se dégrade concrètement en étant standardisé, en se ramenant à un modèle de travail à la chaîne où on est comme un élément d'un engrenage. Donc, voilà, l'espèce on peut parler de refoulement, sans doute, là, de la réalité de la situation sociale et culturelle. Et c'est une des dynamiques là, frappantes qui vont prendre des proportions exacerbées et délirantes dans ces années 30, dont, en fait, comme historien, je suis spécialiste. Là, alors, je vais vous amener dans ce territoire-là à mon prochain cours magistral. Alors, je vous laisse là-dessus pour l'instant. Merci.